donc vous parler ce soir d'un épisode important de l'histoire des êtres vivants, puisqu'il est à l'origine d'un des groupes d'animaux, de vertébrés, pour être plus précis, les plus abondants à l'heure actuelle, à savoir les oiseaux. Et également, je vais vous parler d'un autre groupe de vertébrés qui, lui, n'est plus véritablement présent de nos jours, mais qui n'en est pas moins célèbre, à savoir les dinosaures. Les dinosaures, on a tendance à penser que ce sont les animaux disparus par excellence. C'est un peu une sorte d'emblème de l'extinction. Les dinosaures, tels qu'on les conçoit généralement, ont disparu il y a 65 millions d'années, lors de la grande catastrophe qui s'est produite à la fin du Crétacé, sur laquelle je ne vais pas insister ici, on pourrait en parler pendant des heures. Elle a été provoquée, tout porte à le croire, par l'impact d'une grosse météorite dont on a retrouvé le cratère au Mexique et qui est retombée dans le monde entier, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. La question qu'on peut se poser, c'est les dinosaures ont-ils véritablement disparu sans aucune descendance, comme on a tendance à penser, comme on l'a longtemps cru. Et cette question se pose quand on se penche sur celle de l'origine des oiseaux. Les oiseaux ont longtemps été considérés comme un groupe d'animaux, comme un groupe de vertébrés très à part, très distinct des autres groupes de vertébrés. Mais dès le moment où l'idée d'évolution des êtres vivants s'est imposée, il est devenu clair que les oiseaux étaient forcément apparentés à autre chose. Ils n'étaient pas simplement le produit d'une création séparée. Et des gens comme Darwin, que vous voyez ici, se sont posés, entre autres, la question de l'origine des oiseaux, ou en d'autres termes, de savoir quel était le groupe de vertébrés qui était le plus proche des oiseaux. Alors, ce qui peut paraître assez curieux, c'est qu'on soit assez rapidement au XIXe siècle parvenu à l'idée suivant laquelle les oiseaux étaient étroitement apparentés aux dinosaures. D'autant plus qu'au XIXe siècle, on avait une vision des dinosaures. Ça, c'est une reconstitution de dinosaures qui date des années 1850. On voyait les dinosaures sous une forme qui ne rappelait vraiment en rien l'aspect des oiseaux tels que nous les connaissons. Donc il a fallu un effort intellectuel assez important pour supposer simplement que les plus proches parents des oiseaux, ces animaux pour la plupart volants, couverts de plumes, puissent être des choses aussi étranges que les dinosaures tels qu'on commençait à les découvrir, sachant que les premiers restes de dinosaures ont commencé à être étudiés dans les années 1820. Et à cet égard, il y a eu une découverte qui était vraiment cruciale, c'est celle de l'Archéoptérix, qui remonte à 1861, quand un paléontologue allemand, qui s'appelait Hermann von Meyer, dont voici un portrait, a signalé une plume qui provenait des calcaires lithographiques de Bavière, qui datent du Jurassique supérieur, donc ça fait à peu près, on sait aujourd'hui que ça fait à peu près 150 millions d'années. Dans ces calcaires extrêmement fins, qui sont riches en fossiles, on avait donc découvert une plume, dont voici une image, une plume qui ressemble, comme vous voyez, tout à fait à une plume d'oiseau actuelle. C'était une découverte qui était très inattendue, parce que jusque-là, les restes fossiles d'oiseaux que l'on connaissait étaient beaucoup plus récents. Ils étaient du tertiaire, ils avaient facilement une centaine de millions d'années de moins que cette plume. Donc c'était une découverte relativement sensationnelle pour l'époque, pour 1861, et qui montrait qu'il avait existé des oiseaux à des périodes très reculées du passé, ce qu'on ne soupçonnait pas jusque-là. Voici à quoi ressemblent ces calcaires lithographiques. Ils sont exploités dans de grandes carrières dans le nord de la Bavière. Ce sont des pots calcaires, donc, à grains très fins, c'est pourquoi on les utilise pour la lithographie, qui se sont déposés dans des lagunes assez vastes en bordure d'un continent à la fin du Jurassique. Et comme ces calcaires ont un grain extrêmement fin, ils ont préservé des fossiles avec énormément de détails. Et Hermann von Meyer, quand il a signalé cette première plume fossile, avait également entendu parler, il n'avait pas vu le spécimen, il avait entendu parler d'un squelette
trouvés aussi dans ces calcaires, qui montraient non seulement les os, mais aussi des plumes autour du squelette. Et il a eu, bon, c'était un paléontologue expérimenté, mais je dirais qu'il a eu l'audace peut-être de donner un nom à la fois à la plume et au squelette, n'ayant pas vu le squelette. Il a appelé Archaeopteryx lithographica, donc Archaeopteryx la plume ancienne et lithographica par allusion au calcaire lithographique. Donc c'était quelque chose d'assez audacieux, parce qu'il n'avait pas encore beaucoup d'éléments pour justifier ce nouveau genre et cette nouvelle espèce. Mais la suite lui a donné raison. Alors, il y a toute une histoire autour de ce premier squelette d'Archaeopteryx dont voici une photo. Vous voyez ici donc, le squelette, les os des membres postérieurs, la queue, la longue queue ici, les membres antérieurs. Et ici, vous voyez les empreintes des plumes des ailes. Et on voit aussi les empreintes des plumes le long de la queue. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que cet animal était couvert de plumes qui ressemblaient fortement à celles d'un oiseau. Il y a eu quelques problèmes pour l'étude du spécimen parce qu'il était parvenu dans une collection privée, la collection d'un docteur, un médecin local qui collectionnait les fossiles. Les fossiles lui étaient apportés par les carriers du coin qui savaient que ça l'intéressait. Et le docteur Heberlein, sachant très bien la valeur de ce qu'il détenait, il y avait déjà un commerce florissant des fossiles en 1860. Après des négociations avec de nombreux musées, il a finalement vendu son spécimen avec le reste de sa collection au British Museum à Londres pour 700 livres. 700 livres de l'époque, c'est une somme tout à fait considérable. Je ne pourrais pas vous dire ce que ça représente en monnaie actuelle, mais c'était vraiment énorme. Ce qui prouve entre autres que les responsables du British Museum savaient très bien qu'ils avaient là un fossile d'une importance scientifique considérable. Et qui plus est, avant même que le fossile ait terminé sa carrière à Londres, il y avait une controverse scientifique qui s'était développée à son sujet, parce qu'il avait été vu par un certain nombre de paléontologues qui étaient venus le voir dans la collection du docteur Heberlein. Et la grande question, c'était, s'agissait-il vraiment d'un oiseau ou était-ce un reptile particulier, puisqu'il avait des plumes. Les deux interprétations ayant été proposées. Alors, une fois parvenu à Londres, le spécimen a été étudié par le plus grand anatomiste et paléontologue anglais de cette époque, Richard Owen, qui avait déjà une réputation bien établie dans ce domaine. Donc voici bien sûr le portrait. Et il a publié une description très bien illustrée, voici la lithographie qui allait avec son article, de cet Archaeopteryx. Et Owen était donc un excellent anatomiste, un grand paléontologue, mais qui n'était pas véritablement un partisan de l'évolution. Je vous rappelle que ceci se passe au début des années 1860 et que l'ouvrage de Darwin sur l'origine des espèces datait de 1859, donc seulement 2 ou 3 ans auparavant. Donc on était en plein dans la controverse provoquée par le livre de Darwin sur l'évolution des espèces. Et Owen, même n'était pas forcément totalement opposé à l'idée d'évolution, mais en tout cas n'acceptait pas du tout les conceptions de Darwin à cet égard. Et quand Owen a décrit l'Archaeopteryx, il a conclu que c'était un oiseau primitif, sans essayer d'y voir une forme de transition ou quoi que ce soit de ce genre. Mais d'autres des contemporains d'Owen étaient d'un avis assez différent. Et notamment les premiers évolutionnistes, les premiers disciples de Darwin, qui ont commencé à cette époque à s'intéresser aux fossiles en tant que témoins de l'évolution. Et un des tout premiers à se poser la question d'Archaeopteryx dans ces termes, en termes d'évolution, a été Thomas Huxley. Voici le portrait. Huxley, qui a été un des partisans de la première heure de Darwin, qui était un zoologue et paléontologue.
et qui s'est posé dans les années 1860 cette question toute simple, a priori, quel est le groupe de vertébrés le plus proche des oiseaux. Et au terme de comparaison anatomique approfondie, il est arrivé à la conclusion que c'était parmi les dinosaures qu'il fallait chercher les plus proches parents des oiseaux. Sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, que les dinosaures n'étaient pas encore très très bien connus à cette époque. Néanmoins, il y avait des spécimens assez révélateurs, notamment ce petit dinosaure. Il n'y a pas d'échelle, mais c'est un animal qui fait, moins d'1 mètre de longueur depuis le bout du museau qui se trouve ici jusqu'à la queue qui est là. C'est un animal qui est de la taille d'un gros poulet. Hein. Ce petit dinosaure, connu par ce joli squelette, avait été trouvé lui aussi dans les calcaires lithographiques de Bavière, donc dans les mêmes niveaux géologiques qu'Archaeopteryx. Et c'était un des dinosaures les plus complets qu'on connaissait à l'époque. Il montrait toutes sortes de caractères intéressants qui rappelaient les oiseaux. Alors je ne vais pas entrer dans les détails ostéologiques qui seraient fastidieux. Je dirais simplement que Huxley, sur la base de ces comparaisons entre le squelette des oiseaux et celui de divers dinosaures, y compris ce Compsognathus, conclut donc qu'il y a une étroite parenté entre dinosaures et oiseaux. Et Compsognathus était intéressant parce que c'est un dinosaure qui est petit, qui est très légèrement bâti, qui a des os creux, qui ressemble à bien des égards à un oiseau. Les choses ont continué avec des découvertes nouvelles, et en particulier un autre Archaeopteryx, trouvé en 1876, toujours dans la même région de Bavière. Je peux dire dès maintenant que tous les squelettes d'Archaeopteryx connus à ce jour viennent tous de cette petite région du nord de la Bavière. Ce spécimen a connu un peu la même histoire que le premier, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans une collection privée, cette fois-ci celle du fils du précédent docteur Heberlein, qui avait bien compris que son père avait trouvé un moyen lucratif d'utiliser son Archaeopteryx et qui était tout disposé à le vendre aussi. Mais là, il y a eu un sursaut de patriotisme en Allemagne et le spécimen a été acquis pour le musée d'histoire naturelle de Berlin avec l'aide financière de Werner von Siemens, le fondateur de la fameuse firme Siemens. Et ce spécimen était encore plus beau que le premier, notamment parce qu'il avait un crâne bien conservé. Le premier Archaeopteryx n'a que des fragments de crâne qui sont intéressants au demeurant, mais ici c'était plus beau, et ça permettait entre autres de voir que l'animal possédait des dents sur les mâchoires. Ce qu'on pouvait voir d'ailleurs aussi sur le premier, mais de façon moins claire. Et là encore, des plumes encore mieux conservées sur les ailes et le long de la queue. Et cet animal, ce squelette d'Archaeopteryx confirmait ce qu'avait indiqué le premier, c'est-à-dire que cet oiseau à cause des plumes, avait encore de nombreux caractères reptiliens, alors donc des dents sur les mâchoires, une longue queue formée de nombreuses vertèbres à la place de la queue extrêmement réduite des oiseaux actuels, ce que l'on appelle le pygostyle ou le croupion plus vulgairement, des doigts, des mains, des ailes qui sont encore séparées alors qu'ils sont complètement fusionnés chez les oiseaux actuels et qui sont aussi pourvus de griffes que l'on distingue vaguement ici. Donc ce nouvel Archaeopteryx ne faisait que confirmer ce qu'avait indiqué le premier, à savoir qu'on avait là un oiseau extrêmement primitif qui montrait encore de nombreux caractères de reptiles. Et qu'on va considérer donc à certains égards comme un intermédiaire entre les dinosaures et les oiseaux. Après, la discussion sur ces relations entre dinosaures et oiseaux a changé de théâtre, si on peut dire, avec le début des grandes expéditions paléontologiques dans l'ouest des États-Unis. Dans les années 1870, après la guerre de sécession, divers paléontologues américains qui étaient basés dans l'est des États-Unis, dans les musées qui commençaient, les universités qui se montaient à cette époque, ont lancé des expéditions dans l'ouest où il y avait des gisements fossilifères considérables. Alors c'était relativement aventureux à cette époque. Ils ont peut-être un peu exagéré pour la photo le côté aventureux de l'histoire, mais néanmoins, c'était encore des régions peu colonisées, avec des
encore des guerres indiennes, des choses de ce genre. Alors, un des principaux à avoir organisé ce genre de choses, c'est Marsh, que voici ici, parmi certains de ses étudiants qu'il a emmenés donc, dans l'Ouest chercher des fossiles. Alors, ils ont trouvé des dinosaures en quantité, des mammifères fossiles également en quantité. Ils ont monté ainsi des collections considérables. Et parmi les choses particulièrement intéressantes qu'ils ont trouvées, il y avait des oiseaux primitifs qui possédaient des dents, qui venaient du Crétacé supérieur, des niveaux qui ont dans les 80-90 millions d'années. Des niveaux marins, ce sont des oiseaux de mer de cette époque, avec essentiellement deux types de genres principaux, Hesperornis et Ichthyornis. Alors, sur cette image, ils ne sont pas à l'échelle, simplement pour vous montrer les squelettes. Remarquez les dents sur les mâchoires d'Hesperornis. Hesperornis était un oiseau assez petit, de la taille d'une mouette, un oiseau qui était capable de voler. Ichthyornis était beaucoup plus grand, il faisait plus d'un mètre de long, entre 1 et 2 mètres de longueur, et il avait des membres antérieurs qui étaient complètement réduits, qui ne pouvaient plus lui permettre de voler. Voici une reconstitution de ces deux oiseaux. Vous voyez Ichthyornis ici, avec un petit aspect de mouette, et Hesperornis, lui, devenu incapable de voguer, un oiseau complètement aquatique. Et ces oiseaux, notamment par la présence de dents et puis par différents caractères primitifs de leur squelette, allaient dans le même sens qu'Archaeopteryx et montraient qu'il y avait bien des liens étroits entre les oiseaux, certains oiseaux fossiles en particulier, et les reptiles. Et Darwin lui-même était très impressionné par ces découvertes de Marsh dans l'Ouest américain et a écrit que c'était pour lui un des arguments les plus frappants en faveur de sa théorie de l'évolution. Donc ces oiseaux fossiles étaient considérés à l'époque comme vraiment un des arguments de poids en faveur de la théorie darwinienne. Et donc, à la fin du XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, à la suite des travaux de Huxley et d'autres paléontologues, l'idée suivant laquelle les oiseaux étaient étroitement apparentés aux dinosaures et dérivaient de certains dinosaures était très largement acceptée par la communauté paléontologique. C'est l'idée qu'on trouve dans la plupart des manuels de paléontologie de cette époque, à de rares exceptions près. Les choses ont changé au début du XXe siècle, à la suite des travaux de ce monsieur, qui était danois, qui s'appelait Gerhard Heimann, qui était un artiste. Il a fait de très belles peintures, je vous en montrerai quelques-unes, et aussi un ornithologue. Et il s'est intéressé à la question de l'origine des oiseaux. En 1915 ou 16, il a publié un premier ouvrage en danois sur la question, qui est passé relativement inaperçu, en partie parce que c'était en danois, en partie aussi peut-être parce que c'était la Première Guerre mondiale et qu'on pensait à autre chose qu'à l'origine des oiseaux. Et en 1926, il a publié une version anglaise de ce livre qui, elle, a été beaucoup plus lue et utilisée et qui a eu une influence considérable. Et dans ce livre, voici un exemple des illustrations de Heimann. Vous voyez Archaeopteryx, vu par Heimann, qui était manifestement un bon artiste, mais aussi un bon anatomiste. Mais selon lui, il fallait revoir complètement la question de l'origine dinosaurienne des oiseaux pour une raison anatomique assez simple, à savoir que les oiseaux possèdent des clavicules. Ici, c'est chez Archaeopteryx, les deux clavicules sont soudées, forment cet os en forme de V. Chez les oiseaux modernes, en général, l'os est plutôt en forme de Y. C'est ce qu'on appelle anatomiquement la furcula, ou la fourchette en termes plus communs, que l'on trouve quand on découpe un poulet. C'est un os que l'on voit très bien sur un squelette d'oiseau à cause de sa forme en Y tout à fait caractéristique. Mais donc les oiseaux ont cette furcula, mais du temps de Heimann, on pensait qu'elle était absente chez les dinosaures. Alors que les clavicules sont présentes chez les vertébrés primitifs. Ce qui voulait dire deux choses. Premièrement, que les dinosaures, au cours de leur évolution, avaient perdu cet élément de leur squelette. Les clavicules avaient disparu, alors que les oiseaux, eux, avaient toujours. Ce qui impliquait forcément que les oiseaux ne pouvaient pas descendre des dinosaures, puisque eux avaient toujours des clavicules,
alors que les dinosaures, ils avaient perdu. Comme un organe qui a disparu au cours de l'évolution ne peut pas réapparaître, il était logique de conclure que les oiseaux ne pouvaient pas descendre des dinosaures. Alors cet argument paraissait tout à fait imparable, et il a été accepté par la très grande majorité des paléontologues et des anatomistes à la suite de l'ouvrage de Hyman. Donc, dans cette conception, d'où venaient les oiseaux? Alors, Hyman était un parfait évolutionniste, donc il pensait bien que les oiseaux dérivaient d'un autre groupe de vertébrés, d'un groupe de reptiles. Il ne niait en aucun cas les ressemblances entre les oiseaux et les reptiles, mais il pensait qu'il fallait remonter plus loin que les dinosaures dans le temps, plus loin dans le passé, et chercher l'origine des oiseaux chez un groupe plus primitif que les dinosaures, qui possédait encore des clavicules, à savoir ce que l'on appelait à cette époque les técodontes. Voici une reconstitution, toujours par Hyman, d'un técodonte. Bon, c'est un animal qui ressemble assez à un dinosaure à certains égards, mais les técodontes, c'est un terme qu'on n'emploie plus vraiment aujourd'hui en paléontologie, parce qu'on s'est aperçu que ça rassemblait toutes sortes d'animaux assez disparates. Mais à cette époque, on considérait que c'était le groupe souche qui avait donné naissance aux dinosaures d'une part, mais aussi aux crocodiles, aux reptiles volants du Mésozoïque, et puis, selon Hyman, aussi aux oiseaux. Donc, on cherchait la souche des oiseaux, non plus chez les dinosaures, mais chez quelque chose qui était l'ancêtre à la fois des dinosaures d'un côté et des oiseaux d'autre part, ce qui était quand même relativement différent, puisque dans cette optique, les dinosaures n'avaient pas du tout de descendants. Alors, cette idée de Hyman a été acceptée, donc, sans beaucoup de contestation pendant une bonne partie du XXe siècle, jusque dans les années 70. Les choses ont changé donc dans les années 60, la fin des années 60, début des années 70, grâce notamment à un paléontologue américain, John Ostrom, qui est mort récemment, que voici ici, qui a étudié, pour commencer, un certain nombre de dinosaures carnivores. Voici l'un d'entre eux, Deinonychus, un dinosaure qui a été étudié par Ostrom dans les années 60, et qui a trouvé chez ces dinosaures des caractères d'oiseaux assez marqués, qui lui faisaient penser de nouveau qu'il y a quand même des ressemblances frappantes entre certains dinosaures et les oiseaux, surtout quand on prend comme terme de comparaison des oiseaux primitifs comme Archaeopteryx, et que donc il était légitime de se reposer la question des rapports entre les dinosaures et les oiseaux. Donc il a travaillé notamment sur ce Deinonychus, qui est un dinosaure petit, enfin moyen, c'est un animal qui fait 1,50 m peut-être de longueur, 1,50 m, 2 mètres, qui vient du Crétacé inférieur d'Amérique du Nord. Voici la reconstitution du squelette avec une très très longue queue. Mais dans le squelette, dans des bras assez longs, des grosses griffes aux pieds qui sont un des caractères distinctifs de cet animal et de ses cousins, disons. Mais on trouvait aussi, d'après Ostrom, des ressemblances anatomiques nombreuses dans d'autres aspects du squelette, dans la structure du crâne, dans la structure des membres, des ressemblances avec les oiseaux. D'autre part, Archaeopteryx, on continuait à découvrir des choses nouvelles sur Archaeopteryx, surtout parce qu'on trouvait de nouveaux spécimens, toujours dont des cahiers cartographiques de Bavière. Voici quelques-uns, vous voyez des Archaeopteryx dans des états de conservation variés. Certains sont un peu écrabouillés, pas forcément très clairs à interpréter, d'autres très incomplets, comme celui-ci, dont il ne reste guère qu'une patte, d'autres beaucoup plus jolis, je dirais. Mais chacun d'entre eux, dont découvert dans les années 50, 60, 70, a apporté sa pierre à la connaissance de cet oiseau primitif, qui reste encore aujourd'hui le plus ancien oiseau bien avérés que l'on connaisse. Alors, ils ont été étudiés notamment par Peter Wernhofer, un paléontologue de Munich. Voici un des plus beaux squelettes qu'il a eu entre les mains, un Archaeopteryx remarquablement bien conservé, à ceci près que les plumes sont pratiquement invisibles. Et il est vrai que si on avait trouvé uniquement un squelette de ce type, sans aucune empreinte de plumes, on l'aurait probablement placé parmi les dinosaures plutôt que parmi les oiseaux. Par chance, je dirais, les premiers Archaeopteryx découverts avaient des plumes tout à fait nettes, ce qui a permis de les classer rapidement, de façon plus précise, mais avec un spécimen comme celui-ci, ça aurait été beaucoup plus difficile.
Donc Weghofer a étudié ces Archaeopteryx. Maintenant, on en est à 10 spécimens. Ce n'est pas un fossile extrêmement fréquent, mais l'anatomie de cet oiseau est maintenant bien connue. Et il a pu montrer il a pu confirmer les nombreux caractères dinosauriens qu'il y avait chez les Archaeopteryx. Donc, d'un côté, en étudiant certains dinosaures, comme le faisait Ostrom, et en étudiant les nouveaux Archaeopteryx, comme le faisait Weghofer, on est arrivé à des conclusions convergentes, à savoir la ressemblance étroite entre Archaeopteryx et certains dinosaures. Alors, voici une image qui montre une comparaison entre un oiseau actuel, c'est un vulgaire poulet, un Archaeopteryx et un dinosaure, à savoir le petit Compsognathus, qui vient également des calcaires de Bavière, comme Archaeopteryx. Et vous voyez de quelle façon Archaeopteryx occupe une place intermédiaire. Bon, il a encore des dents comme les dinosaures, que n'ont plus bien sûr les oiseaux actuels. Il a une longue queue comme un dinosaure, et non pas ce pygostyle des oiseaux. Il a des doigts qui sont encore bien séparés, comme chez les dinosaures, qui ne sont pas encore fusionnés, comme chez les oiseaux. Donc, c'est un oiseau à bien des égards. Ici, on ne voit pas ses plumes, mais il y a des plumes qui sont tout à fait identiques, je dirais, à celles d'un oiseau actuel. C'est un oiseau, mais il a encore de très très nombreux caractères qui l'apparentent aux dinosaures. Alors, la question suivante, c'était, mais si effectivement il y a une parenté assez étroite entre les oiseaux et les dinosaures, quel est le groupe de dinosaures le plus proche des oiseaux? Et il s'est avéré, à la suite des travaux d'Ostrom et d'autres, mais notamment d'Ostrom, que les dinosaures ressemblant le plus aux oiseaux font partie d'une famille qu'on appelle les droméosauridés, à laquelle appartient ce Deinonychus étudié notamment par Ostrom. Et dans cette famille, on trouve aussi des choses qui ressemblent encore plus aux oiseaux. Alors là, j'ai montré le squelette d'un droméosaure du Crétacé supérieur des États-Unis qui a été appelé Bambiraptor. Ne me demandez pas pourquoi on l'a appelé Bambiraptor. Il fait ceci de certains paléontologues. Et qui montre qu'il y a un squelette qui ressemble vraiment beaucoup à celui d'un Archaeopteryx, par exemple. Et voici maintenant une reconstitution de Bambiraptor. Vous voyez que ce n'est pas un gros animal, la grenouille vous donne l'échelle. Et une chose intéressante de ce Bambiraptor et de nombreux autres dinosaures, comme on s'en est aperçu aujourd'hui, c'est qu'il possédait des clavicules soudées qui ressemblent étonnamment à celles d'Archaeopteryx. Donc, le grand argument de Gerhard Heilmann, qui paraissait valide à son époque parce qu'on ne connaissait pas encore les clavicules des dinosaures, s'est complètement effondré dès le moment où on s'est aperçu que non seulement certains dinosaures, mais de nombreux dinosaures possédaient encore des clavicules. Et dans le cas de ces droméosaures, en plus, les clavicules ressemblent vraiment étonnamment à celles d'Archaeopteryx, par exemple. Donc plus rien ne s'opposait à une filiation entre des dinosaures, en particulier les droméosaures, et Archaeopteryx. Alors, vous remarquerez que Bambiraptor est représenté avec des plumes sur le corps et les bras. En fait, dans le cas particulier de cet animal, on n'en sait rien, parce qu'on n'a retrouvé que le squelette, on n'a pas les restes de la peau de l'animal. Mais dès le moment où il s'est avéré que certains dinosaures étaient très proches des oiseaux, quelques paléontologues ont supposé que ces dinosaures proches des oiseaux pouvaient être couverts de plumes. Alors ça, c'est la reconstitution que Ostrom avait donnée de Deinonychus dans fin des années 60, où il n'avait pas encore sauté le pas, et l'animal est représenté avec un corps de reptile, enfin une peau de reptile, il n'a pas la moindre plume. Mais dès les années 80, d'autres paléontologues, comme Gregory Paul, qui est un paléontologue et un artiste américain, s'est lancé un peu plus loin et représentait Deinonychus comme ceci. C'est assez différent, c'est le même animal, on a un peu de peine à le croire, mais c'est le même animal. Mais pour lui, Deinonychus était probablement couvert de plumes à cause de sa parenté étroite avec les oiseaux. Et ça, ce qui est remarquable, c'est que c'était une pure supposition dans les années 80. On n'avait pas encore trouvé de restes qui permettent de démontrer que certains dinosaures étaient couverts de plumes. Alors les choses ont changé. À partir du milieu des années 90, ça fait maintenant une dizaine d'années, à la suite de découvertes faites par les paléontologues chinois dans le Crétacé supérieur, des couches qui ont dans les 120 millions d'années, du Liaoning, c'est le nord-est de la Chine, la Mandchourie,
voyez une photo pas très bonne d'ailleurs, où on voit ces couches lacustres assez épaisses, avec des sédiments très fins, qui contiennent énormément de fossiles très très bien conservés, qui montrent souvent non seulement le squelette, mais aussi les restes des parties molles de l'animal, c'est-à-dire entre autres la peau et le revêtement de la peau. Alors, dans ces couches lacustres du Liaoning, qu'est-ce qu'on a trouvé? Notamment des oiseaux primitifs, très nombreux, des milliers d'oiseaux primitifs. Voici deux ici qui montrent des traces des plumes. C'est ce liseré noir que vous voyez autour du corps, autour du squelette de l'animal. Et donc on a trouvé des quantités d'oiseaux primitifs qui ont donné des tas d'informations nouvelles sur les débuts de l'histoire évolutive des oiseaux. Mais on a trouvé encore plus extraordinaire, à savoir des dinosaures qui apparemment avaient un corps couvert d'une sorte de duvet. Le premier qui a été décrit, c'est un parent du Compsognathus de Bavière, que les Chinois ont appelé Sinosauropteryx prima. Vous voyez ici un squelette de Sinosauropteryx, et vous voyez le long du dos toute une série de filaments noirâtres qui forment une sorte de crinière, si on veut, et qui ont été interprétés comme une sorte de duvet, de protoplume. Ce sont des structures assez simples, hein, de simples filaments. La reconstitution qui a été donnée de l'animal est ici, vous voyez, couvert de cette sorte de filaments. Alors, ça a été une petite révolution en 1996 quand ces fossiles ont été décrits par les collègues chinois. Parce qu'enfin, on avait un dinosaure qui avait, sinon des plumes exactement identiques à celles des oiseaux, du moins quelque chose qui y ressemblait. Alors, une question quand même, s'agit-il bien de plumes? Dès le départ, certains paléontologues ont émis des doutes et ont supposé que, en fait, c'était plutôt tout à fait quelque chose de totalement différent, à savoir des fibres de collagène qui se trouvaient dans la peau de l'animal et qui, après la mort de l'animal, donc le processus de fossilisation s'était détaché et donnait cette illusion de protoplume. Et la question se pose encore pour ce type de dinosaures. Certains y voient des protoplumes, des plumes primitives, et d'autres disent non, pas du tout, c'est un phénomène de fossilisation qui fait que les fibres de collagène de la peau de l'animal se sont un peu hérissées et donnent cet aspect. Ça reste discuté, mais les choses ont changé quand on s'est aperçu que de nombreux autres types de dinosaures dans ces couches chinoises avaient ce même type de revêtement. Vous voyez ici un dinosaure, le crâne est là, celui-ci est un peu désarticulé, mais le crâne avec les dents est ici. Et vous voyez des touffes de ces filaments un peu partout autour du squelette. Et en l'occurrence, c'est un droméosaure, donc un représentant du groupe qui, d'après le squelette, est le plus proche des oiseaux. Donc il a été appelé Sinorditosaurus millenii. D'autres, comme Bepiaosaurus, montreraient également ce genre de choses. Et plus intéressant encore, chez certains de ces droméosaures chinois, on voit des plumes qui sont nettement plus évoluées. Voici un très joli squelette. Vous voyez l'animal avec sa longue queue, qui ressemble un peu à celle d'Archéoptérix d'ailleurs, et vous voyez des plumes, le long des bras notamment, et plus en détail, vous voyez à quoi ça ressemble, et là déjà, on n'en est plus à ces simples filaments que l'on voyait chez le Sinosauropteryx, ce sont des choses qui ressemblent beaucoup plus à des plumes d'oiseaux. Donc, on est arrivé à une conception assez nouvelle des dinosaures, ou du moins de certains dinosaures, à savoir que beaucoup d'entre eux avaient apparemment soit des protoplumes, soit de véritables plumes. Et ça, c'est une reconstitution qui est due à un artiste mexicain qui s'appelle Luis Rey, qui est un spécialiste des reconstitutions de dinosaures, qui a pas mal d'imagination, disons, mais ça représente des dinosaures du Crétacé dans ce qui est maintenant le nord-est de la Chine. Et vous voyez que tous ces animaux ont des plumes. Certains sont des oiseaux. Ça, ce sont des oiseaux primitifs. Mais ces animaux emplumés que vous voyez ici, ce sont des droméosaures. Ça, ce sont des Sinosauropteryx. Ça, c'est encore un autre type de dinosaure sur lequel je reviendrai. Et tout ça est couvert de plumes comme un oiseau, y compris ces relativement gros animaux qui faisaient peut-être 2 mètres de long, les Bepiaosaurus, qui auraient également des plumes. Donc une remise en question complète de ce que l'on pensait sur l'aspect de pas mal de dinosaures, qui maintenant a fait son chemin dans l'esprit des paléontologues. Maintenant, sachant que certains dinosaures avaient des plumes, l'idée de la transition entre dinosaures et oiseaux
est aujourd'hui accepté par la grande majorité des paléontologues, pas par tous, il y a encore quelques résistances, hein, on pourra en parler éventuellement. Mais on est amené à se reposer une autre question qui est liée directement à celle d'origine des oiseaux. Comment les oiseaux ont-ils commencé à voler? Et cette question a été débattue depuis au moins le début du XXe siècle, avec principalement deux idées concurrentes. Pour certains, les ancêtres des oiseaux étaient des animaux terrestres, bipèdes. Ça, c'est l'idée de Franz Nobscha, un paléontologue hongrois. En 1923, il voyait le proto-oiseau sous cette forme. Un animal bipède, coureur, qui aurait en fait décollé à partir du sol, avec des protoplumes ici, qui lui auraient d'abord servi à courir plus vite, par exemple, et qui ensuite lui auraient permis de s'envoler. D'autres, comme Heimann, encore lui, il envisageait plutôt un proto-oiseau arboricole, et voici donc sa vision de ce proto-oiseau, qui a des protoplumes qui lui permettent de planer de branche en branche. Donc deux idées assez fortement différentes sur l'origine du vol. Qu'on peut résumer ainsi, est-ce que les oiseaux ont commencé à voler de haut en bas, en planant, en se lançant de branche en branche, par exemple, ou alors de bas en haut, sous forme d'animaux coureurs, qui auraient développé des plumes pour une raison qui n'est pas forcément évidente, peut-être pour les aider à courir, peut-être pour les aider à capturer des proies, ça a été dit aussi, c'était ce que Ostrom pensait par exemple. La question a été à mon avis tranchée par une découverte chinoise, une de plus, quand les collègues chinois ont décrit un dinosaure qu'ils ont appelé Microraptor gui, qui est un petit dinosaure. Vous voyez, ça fait 5 cm, c'est pas énorme. Vous voyez toujours ces mêmes caractères qu'on voyait auparavant, cette très longue queue. Et ce petit dinosaure a des tas de caractères intéressants, et notamment, il a des plumes que l'on voit le long de la queue. Il a aussi de longues plumes le long des ailes, des membres antérieurs, qu'on voit bien ici, mais il en a aussi le long des pattes postérieures. Et vous voyez, elles sont très longues. Donc c'est un animal très bizarre, parce qu'en fait, quand on reconstitue, comme l'ont fait mes collègues chinois, ça donne ceci, un animal à 4 ailes. On pourrait même dire 5 si on considère que la queue forme aussi une surface portante, puisqu'elle est couverte de longues plumes. Et vous voyez les plumes de Microraptor gui. Là, il ne peut plus être question de simples fibres de collagène ou ce genre de choses. Ce sont bien des plumes avec un rachis, des barbes. On se rapproche beaucoup de la plume d'un oiseau actuel. Donc, interprétation des paléontologues chinois qui l'ont décrit, c'est qu'il s'agit d'un dinosaure, ça son squelette le montre, c'est un dinosaure, c'est un droméosaure, mais qu'il était capable de planer au moyen de ses 4 ailes et de sa queue. En effet, c'est à peu près le seul mode de locomotion qu'on puisse imaginer pour un tel animal, parce que il est clair que ce n'est pas un animal coureur avec de longues plumes comme ça le long des pattes postérieures, hein, qui vont jusqu'au métatarse. Ça aurait plutôt gêné s'il avait essayé de courir rapidement sur le sol. On a du mal à imaginer un animal pratiquant le vol battu avec 4 ailes en même temps. Ça pose des problèmes de coordination assez délicats, a priori. Donc le plus vraisemblable, c'est qu'il planait en se servant donc des surfaces portantes qui étaient constituées par ses 4 ailes et sa queue. Un peu comme le font, d'une façon tout à fait différente, puisqu'ils n'ont pas de plumes, bien sûr, mais les écureuils volants, par exemple, actuellement, qui planent de branche en branche, grâce à des membranes qui sont tendues le long des pattes et du tronc. Donc avec Microraptor gui, on a un dinosaure qui non seulement a des plumes, mais en plus c'était très vraisemblablement un animal arboricole et planeur. Alors ce qui est très intéressant d'un point de vue de l'histoire des idées, c'est que cette idée d'un animal, d'un stade dans l'histoire des oiseaux, d'un animal à 4 ailes, avait été proposé dès 1915 par un zoologue américain, William Beebe, que voici ici, qui a fait des tas de choses. Il a été un des premiers à explorer les grands fonds marins dans une sorte de proto-bathyscaphe dans les années 30. Il a fait énormément de choses, mais c'était entre autres un ornithologue. Et en 1915, donc, il s'est intéressé à cette question de l'origine des oiseaux. Et il a supposé que les oiseaux étaient passés par un stade qu'il a appelé Tetrapteryx, donc à 4 ailes,
dont voici la constitution complètement théorique qu'il a donnée. Et vous voyez que ça ressemble étonnamment au Microraptor gui découvert par les paléontologues chinois au début du XXIe siècle. Donc c'est un exemple très intéressant à mon avis d'une conception théorique d'un animal qui avait dû exister et qui a été confirmé par une découverte paléontologique. Donc, si on en revient aux fossiles, aux vrais fossiles, ce qui va aussi à l'appui de ce stade tétraptérix, comme disait Bibb, dans l'évolution des oiseaux, c'est que certains oiseaux primitifs, notamment parmi ceux qu'on a trouvés en Chine dans le Crétacé inférieur, montrent encore de longues plumes sur les pattes postérieures. Alors voilà, le fossile, ce n'est pas forcément très facile à voir, mais sur l'interprétation ici, vous voyez les pattes postérieures, le fémur, le tibia, et le long du tibia, il y a encore de très longues plumes qu'on ne trouverait plus chez un oiseau d'aujourd'hui, mais on voit quelque chose qui est un peu intermédiaire entre le Microraptor et un oiseau de type moderne. Donc tout porte à croire qu'il y a bien eu un stade tétraptérix dans l'évolution des oiseaux, un stade planeur, où certains dinosaures arboricoles se sont mis pas encore à voler au sens propre du terme, mais au moins à planer, grâce à leurs plumes. Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Microraptor, comme ces autres dinosaures à plumes de Chine, est trop récent pour être l'ancêtre des oiseaux. Ce sont des fossiles qui sont plus récents qu'Archaeopteryx, qui ont au bas mot 20 millions d'années de moins qu'Archaeopteryx. Donc ils ne peuvent absolument pas représenter les ancêtres de l'Archaeopteryx. Ce ne sont pas les ancêtres des oiseaux. Les oiseaux existaient déjà à leur époque. On les trouve en quantité dans les mêmes couches en Chine. Ce sont des cousins des oiseaux, si vous voulez, mais ce ne sont pas leurs ancêtres. Ce qu'ils montrent, c'est un stade par lequel, très probablement, les ancêtres des oiseaux sont passés. Et si on veut, on pourrait dire que ce sont des sortes de fossiles vivants du début du Crétacé, qui étaient restés à un stade par lequel les oiseaux étaient passés, mais que les oiseaux avaient dépassé pour devenir à peu près ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc si on veut chercher les vrais ancêtres des oiseaux, il faut aller plus loin dans le temps. Il faut chercher dans les couches du Jurassique, plus anciennes qu'Archaeopteryx, qui est, comme je le disais, de la fin du Jurassique. Alors on a peut-être des indices dans ce sens, toujours en Chine, dans un site dont l'âge est un peu controversé. On n'est pas tout à fait sûr encore que ce soit du Jurassique, ou peut-être du Crétacé inférieur, les avis sont partagés. A été décrit cet animal, Pedopena daohuguensis, qui malheureusement n'est connu que par une patte postérieure, mais qui montre le long de la patte ces très longues plumes qui sont moins allongées que chez Microraptor gui, mais plus développées que chez les oiseaux, y compris les oiseaux primitifs. Donc il se peut que là, on ait un intermédiaire entre un de ces dinosaures à plumes et un oiseau primitif comme Archaeopteryx. Et là, on arrive dans des époques, dans le Jurassique, où là, on se rapproche peut-être de la véritable origine des oiseaux, et non plus seulement d'un cousin survivant des proto-oiseaux. Alors, pour approcher de la conclusion, je dirais qu'il n'y a plus de doute, à mon avis, que les oiseaux dérivent de petits dinosaures théropodes, même si j'ai quelques collègues qui sont encore un peu dubitatifs. Et le résultat, c'est qu'il s'agit évidemment d'une évolution continue avec des stades intermédiaires. Donc la frontière entre les dinosaures et les oiseaux, elle est devenue assez difficile à placer. Quand on trouve certains fossiles, on peut légitimement se poser la question, a-t-on affaire à un dinosaure qui se rapproche beaucoup des oiseaux ou à quelque chose qui est un oiseau très primitif? La question a été très bien illustrée par un autre de ces fossiles chinois, toujours des mêmes endroits, des mêmes sites, qui a été appelé Caudipteryx. On en connaît plusieurs squelettes. En voici un, vous voyez le crâne ici, le cou qui est recourbé là, le membre antérieur, la colonne vertébrale, le bassin est là, les membres postérieurs, et la queue qui est recourbée comme ça. Vous voyez cette trace noire ici qui correspond aux longues plumes qui se trouvaient sur le membre antérieur de l'animal. Et il y en a aussi qu'on voit moins bien au bout de la queue. Le problème, c'est que cet animal, si on en juge par son squelette, ne pouvait pas voler. Il a des bras qui sont beaucoup trop courts par rapport au reste du squelette. Il ne pouvait absolument pas voler. Alors, mais qu'est-ce que c'est, ce Caudipteryx? Voici une reconstitution qui vous montre un peu mieux à quoi ça ressemble. Il est couvert de plumes, mais il a des ailes, si on peut dire, qui sont beaucoup trop courtes pour qu'il ait pu s'envoler. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un dinosaure à plumes? C'est ce qui a été dit au départ, quand il a été trouvé. Ou est-ce que ça ne pourrait pas être un oiseau primitif, mais qui avait déjà perdu l'aptitude au vol, une sorte d'autruche du Crétacé, si vous voulez?
Parce que l'autruche, c'est un oiseau qui ne vole plus, mais dont les ancêtres volaient, et qui a perdu cette aptitude au cours de l'évolution. Or, ces animaux du Crétacé inférieur de Chine, on sait qu'ils existaient à peu près 20 millions d'années après Archéoptérix, donc après un animal qui est déjà un oiseau et qui, lui, pouvait voler, ça n'y a pas de doute là-dessus. Donc on pourrait très bien se dire, ce sont des descendants des tout premiers oiseaux, mais qui, en l'espace de plusieurs millions d'années, ont eu le temps, si on peut dire, de perdre cette capacité à voler et ont donné ces animaux bizarres. Alors la question est encore débattue. Bon, aujourd'hui, après pas mal de débats dans ces dernières années, on a tendance à penser que, en fait, ce Caudiptérix est bien un dinosaure à plumes et non pas un oiseau qui serait retourné au sol. D'après des détails de l'anatomie osseuse de cet animal, maintenant, il semble que la plupart des paléontologues n'y voient plus un oiseau ayant perdu le vol, mais un dinosaure à plumes de plus. Mais ça illustre bien maintenant la difficulté dans laquelle on se trouve parfois quand on est confronté à ces fossiles qui sont les restes d'animaux qui sont très proches de la transition entre les dinosaures et les oiseaux. Alors évidemment, on pourrait exagérer un peu et, comme sur cette caricature, se dire que finalement tous les dinosaures sont des oiseaux en réalité. En fait, il faut prendre les choses dans l'autre sens. Et ce que considèrent la plupart des paléontologues aujourd'hui, c'est que les dinosaures ne sont pas des oiseaux, enfin tous les dinosaures ne sont pas des oiseaux, et tous les dinosaures ne sont pas devenus des oiseaux. Certains petits dinosaures carnivores ont évolué et ont donné le groupe des oiseaux. Mais ça signifie aussi que si on veut être parfaitement cohérent, les oiseaux sont en fait un sous-groupe des dinosaures. Ils sont les descendants actuels des dinosaures. Et pas mal de paléontologues aujourd'hui donc considèrent que les oiseaux ne sont que des dinosaures un peu particuliers. Ce qui, d'un point de vue, quand on a une vision évolutive ou évolutionniste de la question, est effectivement tout à fait logique. Donc, j'en arrive à ma conclusion. La conclusion qui s'impose aujourd'hui, si on accepte bien cette filiation entre dinosaures et oiseaux, c'est que les dinosaures n'ont pas complètement disparu il y a 65 millions d'années lors de la grande crise de la fin du Crétacé, mais que leurs descendants sont encore parmi nous. Et les dinosaures, donc, si on accepte ce point de vue, les dinosaures ne sont pas l'échec de l'évolution que l'on imagine assez souvent, parce que les oiseaux constituent un des groupes de vertébrés qui ont le mieux réussi, entre guillemets, dans leur évolution, qui sont représentés par des milliers d'espèces actuellement dans tous les milieux, avec des adaptations extrêmement diverses. Et de ce point de vue-là, les dinosaures donc, ne sont pas l'échec total que l'on envisage assez souvent. Et c'est là-dessus que je vais terminer, en vous remerciant pour votre attention.